Bienvenue dans notre exploration du monde des crypto-monnaies. C'est un univers qui fascine, qui interroge beaucoup aussi. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un sujet assez bouillonnant. On va donc plonger dans les guides, les articles, tout ce qu'on a pu lire pour essayer de démystifier un peu le Bitcoin, les altcoins, comment ça fonctionne, et surtout les précautions à prendre. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de rendre ça plus clair pour tout le monde. Voilà. Alors commençons par le début. C'est quoi au juste une crypto-monnaie? Cette idée de monnaie numérique décentralisée basée sur la blockchain. Pour faire simple, une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale qui fonctionne sans banque centrale, sans intermédiaire traditionnel, D'accord. de clé. On pense tout de suite au Bitcoin, bien sûr, le pionnier de 2009, l'or numérique, comme disent certains. Et puis, Ethereum est arrivé, avec ses contrats intelligents, une autre dimension. Oui, Ethereum a ouvert la porte à beaucoup plus d'applications que juste la monnaie. Une sorte d'ordinateur mondial décentralisé, c'est l'idée. Et tout le reste, on appelle ça des altcoins, c'est bien ça? Un marché énorme, très varié. C'est ça. Des milliers d'altcoins existent avec des objectifs très divers. Pour revenir à la blockchain, imaginez un grand livre de comptes, mais distribué entre plein d'ordinateurs. Donc difficile à pirater ou à falsifier. En théorie, oui, car il faudrait corrompre une majorité du réseau. C'est ça la force de la distribution. Pour valider les transactions, Bitcoin utilise la preuve de travail. Ça consomme beaucoup d'énergie, mais c'est très éprouvé. Et Ethereum, ils ont changé, non? Oui, Ethereum est passé à la preuve d'enjeu. C'est présenté comme plus écologique, plus rapide. Après, bon, il y a toujours des discussions sur la sécurité à long terme comparé au modèle Bitcoin. D'accord. Alors concrètement, si on veut se lancer, beaucoup commencent par des plateformes centralisées comme Binance, Coinbase. Ça a l'air facile. Oui, c'est facile d'accès, c'est vrai. Mais il faut être très conscient des risques. On l'a vu avec certaines faillites, hein. Ah oui. On peut potentiellement tout perdre. D'où le fameux dicton. Not your keys, not your coins. Pas tes clés, pas tes cryptos. Exactement. Si on n'a pas la clé privée, on dépend entièrement de la plateforme. Donc l'alternative, ce sont les portefeuilles personnels, c'est ça? Ceux où on contrôle vraiment nos clés. C'est ça, les portefeuilles non-custodial. Là, on est le seul responsable de sa clé privée, souvent sous forme d'une longue phrase, la phrase de récupération. Il faut la garder précieusement. Et là, il y a une différence entre cold et hot wallet, c'est ça? Oui, rapidement, Cold Wallet type Ledger, c'est un appareil physique, hors ligne. C'est le plus sûr pour stocker à long terme, mais moins pratique au quotidien. Le Hot Wallet, comme MetaMask, c'est un logiciel ou une extension d'un navigateur connecté à Internet. Très pratique pour interagir avec des applications décentralisées, mais plus exposé aux risques en ligne. Donc le conseil serait quoi? Acheter sur une plateforme et vite transférer? Pour débuter, oui, ça peut être une approche. Acheter sur une plateforme connue, puis transférer au moins une partie vers un portefeuille personnel sécurisé, surtout si les montants deviennent importants. Parlons un peu de la volatilité. Les articles mentionnent des chutes de moins 20% en une journée. Ça fait peur. Oui. Il y a une stratégie qui revient souvent, le DCA, Dollar Cost Averaging. Ah oui, le DCA? Investir un montant fixe, régulièrement, genre tous les mois, ça lisse le prix d'achat. C'est ça l'idée? Oui, c'est une méthode assez populaire pour justement réduire l'impact de cette volatilité et éviter le stress d'essayer de deviner le bon moment pour acheter. Ce qui est, soyons clairs, quasiment impossible. Donc c'est plus une approche pour le long terme, sans essayer de battre le marché. Exactement. Ça discipline l'investissement. Mais attention, ça n'élimine pas les risques. La volatilité reste là. Et le risque principal reste la perte des clés, j'imagine. Absolument, c'est un point crucial. Si on perd sa phrase de récupération, l'accès au fonds est perdu, définitivement. C'est comme jeter la clé de son coffre-fort, c'est irréversible. Faut ajouter à ça les arnaques, le phishing. Oui, il y en a énormément. Des faux sites, des promesses de rendement irréalistes. La vigilance est essentielle. Et puis il y a la réglementation qui évolue. MiCA, en Europe par exemple, qui arrive en 2025 pour essayer de cadrer un peu tout ça. Un mot sur une catégorie un peu à part, les meme coins, Dogecoin, Shiba Inu. C'est quoi exactement? Ah, les meme coins. À l'origine, c'était souvent des blagues, des phénomènes Internet. Leur valeur est très très liée à la popularité sur les réseaux sociaux, à l'effet de communauté. Donc purement spéculatif, pas vraiment un investissement. C'est extrêmement spéculatif, oui. Plus proche du pari viral que d'un placement basé sur des fondamentaux technologiques ou économiques. Très risqué, surtout pour un débutant. D'accord. Autre sujet concret et important, la fiscalité. On a vu des différences entre la France et l'Allemagne. Oui, c'est assez différent. En France, globalement, c'est la flat tax. 30% sur les plus-values quand on repasse en euros. Et il faut bien penser à déclarer ses comptes détenus sur des plateformes étrangères. Et en Allemagne? L'Allemagne a une approche différente.
Si on détient ces cryptos plus d'un an, la plus-value est totalement exonérée d'impôts. Ah oui, quand même. Oui, si on vend avant un an, là c'est imposé selon le taux marginal d'imposition, qui peut être autour de 25% ou plus selon les revenus. Mais cette règle du un an incite clairement à la détention longue. Ce qui implique de bien tout tracer, j'imagine, pour prouver la date d'achat. Absolument. Une traçabilité rigoureuse est indispensable dans les deux pays, mais particulièrement en Allemagne, pour bénéficier de l'exonération. Bon, si on devait résumer quelques conseils clés, vraiment la base pour démarrer prudemment, ce serait quoi, Evelyne? Alors, premièrement, n'investir que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est la règle d'or. D'accord, très Très important. suivant. Commencer petit et peut-être se concentrer sur les projets les plus établis comme Bitcoin et Ethereum pour bien comprendre les mécanismes de base. Se former avant d'agir? Essentiel, se former, lire, comprendre avant de mettre le moindre euro. Et enfin, la sécurité. Utiliser l'authentification à 2 facteurs partout et surtout sécuriser sa phrase de récupération. L'écrire, la conserver hors ligne, à l'abri, voire en plusieurs endroits sûrs. Parfait. C'est une bonne synthèse, je trouve. Les cryptos, c'est un domaine fascinant, potentiellement rémunérateur, oui, mais c'est complexe et risqué. La connaissance, c'est vraiment la meilleure protection. Comprendre comment ça marche, la sécurité et les risques, c'est la base, avant tout. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce n'est pas une recette miracle pour devenir riche rapidement, hein, Non, clairement pas. mais c'est une technologie émergente, une nouvelle classe d'actifs qui peut, peut-être, trouver sa place dans une stratégie financière diversifiée. Mais avec beaucoup de prudence et de compréhension. C'est exactement ça. Une approche mesurée et informée. Et pour terminer, une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de l'argent, de l'investissement, est-ce que ces technologies, la blockchain, les contrats intelligents, comment est-ce qu'elles pourraient vraiment changer d'autres secteurs que la finance dans les années à venir? C'est une vaste question. C'est une excellente question, et c'est peut-être là que se situe le potentiel le plus transformateur à long terme.